Bonsoir tout le monde, bienvenue dans la grosse brune. Germain, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Là, je me rends compte que j'ai une calotte, j'ai une barre parce que mon éclairage est un peu trop haut. Ça fait un peu bizarre. D'accord. Mais ça donne bien parce qu'on va avoir des calottes à faire série. Oh! Hein? N'est-ce pas? Oui. Pas pire. Alors, bienvenue tout le monde dans cette 204e épisode de la grosse brune. On va jaser de voitures électriques ce soir parce qu'il y a des constatations quand même assez cocasses à faire. Il est arrivé une situation cette semaine un peu particulière qui, des fois, nous fait réfléchir un peu sur notre métier. C'est-à-dire que j'ai conseillé quelqu'un qui souhaitait passer à un véhicule électrique l'an dernier et qui n'a pas nécessairement vécu la meilleure expérience depuis. Et cette personne-là m'est revenue avec une histoire assez particulière. Comme on dit, hein, on se décharge de toute responsabilité hein, quand on conseille, on suggère, on recommande. Je me vois pas. Oui. Oui. D'accord. C'est ça. On conseille, on suggère, on recommande, mais on fabrique pas le véhicule. On fabrique pas le véhicule, non, puis on n'est pas ça. nécessairement responsable de... C'est vrai que ça a l'air ça. bizarre, ma barre dans le front, hein? Oui, veux-tu aller l'ajuster? Je sais pas, j'étais en train de regarder ça, puis je me disais... On est en train de tout ajuster. Ben, ouais, on en ajuste tout, parce que c'est ça. Fait que Voilà. pendant que je fais ça, je vais te laisser lire ta charade. Voilà. Et je tiens à spécifier... Je te redonne la tablette. D'accord. Je tiens à spécifier que la charade est de son cru à lui et non pas du mien parce qu'il est un petit peu tiré par les cheveux. Ah, mais c'est correct. elle est plus facile qu'une autre charade que tu as déjà faite qui était littéralement impossible à deviner. Fait que là, est-ce qu'il y a comme une classification des charades? Ben, libre à toi d'en faire une. D'accord. Alors, mon premier est un féculent. Mon deuxième est un mammifère marin. C'est bon, la lumière. C'est beau. On recommencera après. Mais je pense que c'est la ligne de démarcation avec le teintage de vitre. Tu penses? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est ça. OK. Parce qu'il y a une bande de teintage dans le haut du pare-brise. Oui, c'est une option qui fait partie des équipements de série de la grosse brune, effectivement. Oui. Bon, on répare ta charade. Différence. Fait que, écoute, j'ai une barre dans le front, c'est ça. Là, t'en as plus. Mon premier est un féculent. Mon deuxième est un mammifère marin. Mon troisième est une unité de temps. C'est moins bizarre que le pinch à Germain. Ah oui, d'accord. Mon tout est une américaine de luxe produite des années 40 à 90. Exactement. Mon premier est un féculent. Mon deuxième est un mammifère marin. Mon troisième est une unité de temps. Et mon tout est une américaine de luxe produite des années 40 à 90. De luxe, ouais. Ben, de luxe. Oui, c'est correct. Salut à bonsoir. Ça va bien? Salut à Gaétan, salut à Francis, à Alain qui est avec nous, Tommy, Catherine Brunel qui nous dit que les autobus de Lyon brûlent. Oui. On a vu ça cette semaine. Guillaume Gingras qui est avec nous. William Clavé, un collègue qu'on connaît, on le salue. Bonsoir. Il y a pas mal de monde ce soir, c'est le fun. Sébastien Néron, Sébastien Gay qui a déjà assisté au live en direct dans le garage ici. Fait qu'on le salue aussi. Ce groupe de petits privilégiés. C'est ça. On charge rien. Non. Amène ta chaise. Amène ta chaise, c'est ça. Sois discret. Amène ton boblé. Raconte-nous donc l'histoire du boblé, d'ailleurs. C'est drôle parce on tente de convaincre l'entreprise de commanditer notre podcast, mais et on a eu la preuve que ça marchait. 5 ans plus tard, je pense que c'est rendu, le running gag est rendu loin, mais j'ai croisé quelqu'un il y a 2 semaines à l'exposition de Miata qui est venu me voir et qui m'a abordé en disant qu'avant de nous écouter et qui nous écoute chaque semaine, mais avant de débuter l'écoute, il n'avait aucune idée de ce qu'était le boblé et il avait l'air à trouver... Enfin, il trouvait qu'on avait l'air de trouver ça bon. Fait que il s'est dit pourquoi pas et il a adopté le produit. Alors... et sa femme est très heureuse, semble-t-il. Sa femme est bien heureuse qu'il boive du boblé. Plutôt que du Pepsi. C'est ça. OK. Mais on n'est jamais à l'abri d'un bon Pepsi. Hein? Non.
Voilà. Bon, alors, je vous raconte cette histoire un peu spéciale qu'on a eue, que j'ai... Tu as la réponse de la charade avant de continuer? Riviera, non. J'en vois pas. Le riz est effectivement un féculent, mais ce n'est pas celui recherché. Ah, vu de même. Non, pas de bonne Non, réponse. D'accord, J'en suis très étonné, car je ne l'ai pas trouvé moi-même. d'accord. Je suis pas le meilleur là-dedans. Non. Tu sais, je t'ai déjà dit que quand Paul Arcand faisait Oui. ses énigmes du matin, Tu l'avais jamais? quand je l'avais, c'était un party, là. C'est parce que ça allait être une vraie bonne journée. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais, alors, novembre 2024, il y a une dame qui m'écrit, j'oublie son nom, là, j'aurais dû le noter d'ailleurs. Elle me demande conseil pour l'achat d'un Equinox EV et elle s'intéresse à ce véhicule-là. Évidemment, en novembre, c'était la folie. On se battait aux portes pour en acheter. Il y en avait, mais en même temps, Ça restait pas longtemps. ça restait pas dans les Il cours. Là. restait quelques semaines au plein rabais. C'est C'était ça. un peu la course contre la montre. Là. Et Chevrolet vendait au Québec plus de 100 Equinox, ou même 120 Equinox par semaine. Equinox EV, évidemment. Puis ça, c'est l'époque où on avait comme oublié qu'il y avait un nouveau Equinox à gaz aussi. Là. Oui. Alors, Qu'on commence à voir petit à petit. Là. ouais, ça, puis des terrains. Là, Oui, là t'en vois. oui. Mais c'est ça. Alors, c'était la folie. Et évidemment, elle me demande conseil. Puis moi, j'avais fait, ben écoute, c'est le meilleur deal en ville. T'as une autonomie intéressante. Le format est bon. Le comportement routier est bien. Le design est moderne. Technologie éprouvée. Posais pas la question. Pas éprouvée, vraiment. mais c'est-à-dire technologie de pointe. Puis bon, Ouais. tu te posais pas la question. C'était ça ou une Ioniq 5. Puis bon, etc., etc. Le prix était vraiment alléchant, considérant que tu mettais pas d'essence puis que tu avais 12 000 de crédit. Puis bon. Alors, parenthèse, et on y reviendra juste après, à Ouais. ce moment-là, on se disait, l'Equinox électrique, pourquoi ne pas l'acheter maintenant? Il pourra jamais être moins cher que maintenant. ben, Et c'était là, un on y peu... reviendra. Ouais, c'est ça. C'était un peu ce qu'on se disait. Ouais. Alors, elle s'achète le fameux Equinox en question. Elle m'aurait écrit au mois d'avril ou au mois de mai, je suis pas certain, pour me dire, écoute, j'ai eu un éclat de roche dans mon pare-brise. Il y a personne qui a de pare-brise pour ce véhicule-là. GM en a pas. Les Lebeau de ce monde, les Vitres Experts de ce monde en a pas. J'ai appelé notre contact chez Vitres Experts, Tristan. J'ai dit un pare-brise d'Equinox EV. Il dit effectivement, il y en a pas. On en attend. C'est un sérieux problème dans l'industrie. Et ça m'amène à dire, tu sais, quand on dit qu'il y a un problème, on lance des véhicules sur le marché hâtivement. On pensait que VinFast était en eau trouble, mais on se rend compte que c'est un problème dans l'industrie. Oui, parce que GM fabrique des autos depuis plus de 100 ans. Comment se fait-il qu'on arrive Ouais. encore avec ce problème-là? Mais le problème du pare-brise, on peut l'associer au problème qu'on avait vu, par exemple, avec les pneus d'hiver. C'est-à-dire que dans une région... Ben non, parce que c'est pas de l'équipement d'origine. Tu sais, c'est-à-dire que quand tu es un fabricant de pneus comme Bridgestone, comme Yokohama, Oui. tu peux pas t'imaginer que la C'est ça. demande va être si forte que ça dans un endroit précis. Oui. Mais si un véhicule est distribué à l'échelle nord-américaine en X quantité, ben tu te dis ça va prendre X nombre de pare-brise minimalement et ça n'existe pas ou à peu près. Oui, mais Donc, qu'il y ait une concentration aussi forte au Québec pour un fabricant... ah oui, mais c'est pas une question de... Là, c'est pas une question de il y en a pas au Québec, c'est il y en a pas, point. OK. T'as beau vouloir le prendre aux Il y en États-Unis, a ça pas. n'existe pas plus. Il y en a pas, Alors, ok. c'était vraiment un problème. Mais disons que le problème s'est réglé de lui-même. C'est-à-dire? Parce que quelques mois plus tard, c'est-à-dire il y a 2-3 semaines, elle s'est rendu compte que ça commençait à sentir le chauffer dans la machine. Et puis, à un certain Est-ce que moment... t'étais pas en autobus? Non, elle n'était pas en autobus. Et puis, à un certain moment donné, elle s'est tassée sur le bord du chemin. Et ça a donné ce que je vais vous montrer à l'instant, c'est-à-dire ceci. Son véhicule a pris feu complètement. Le véhicule est perte totale, évidemment. Il a brûlé, le gros bordel. Et elle m'a réécrit, évidemment, pour me dire, Antoine, je te redemande conseil. Moi, j'étais comme, en même temps, c'est pas moi qui l'ai fabriqué, mais il y a un aspect un peu,
Mais il y a deux choses là-dedans, là. Le pare-brise, avec l'état des routes qu'on a en ce moment, les débris qu'on retrouve un peu sur la route, un peu partout, on n'est pas à l'abri des aléas. Là. Non, c'est sûr. Tu as eu des éclats dans le pare-brise, j'ai eu des éclats dans le pare-brise, que tu as un véhicule neuf, usagé, une voiture ancienne, on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de ça. Puis là, un véhicule qui prend feu, c'est plate, mais il y a toujours eu des véhicules qui... Tu sais, on fait beaucoup de blagues avec Lyon, puis tu sais, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller vers c'est tout ce qui reste. La dérision, justement, parce que ça permet de dédramatiser. Ouais. Mais des véhicules qui prennent en feu, il y en a toujours eu, qu'ils soient essence, diesel, électrique, il y en a toujours eu, tu sais. Mais... Donc là, et ça demeure anecdotique, tu sais, il y a pas des Equinox électriques qui prennent en feu tous les jours. Non. On n'est pas là. Rappelle-toi, il y avait eu un presque problème de Kona électrique qui prenait en feu. Il y avait un cas de Bolt aussi, là, où on disait ne rechargez pas le véhicule à l'intérieur. Bon. Fait, mais là, dans le cas de cette dame-là, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé, mais... De quoi être mal isolé. Ben, tu vois, j'étais chez Kenny Youpol ce matin, et puis en fond de cours, il y a des véhicules qui ont brûlé. Il y a eu des incendies criminels, il y a eu toutes sortes d'affaires. Mais je suis obligé de te dire qu'il y avait une certaine concentration de Tesla. Oui. Tu sais, des Tesla qui ont brûlé, il y en avait 6-7, là. Alors là, je peux pas t'expliquer est-ce que c'est du cas par cas. Tu sais, je connais pas les... Ouais. Mais est-ce que ça serait poussé d'affirmer que les véhicules électriques prennent feu en proportion plus que la moyenne des véhicules à essence? Je pense pas que c'est exagéré de le dire, mais oui, ça demeure du cas isolé, comme tu dis. Oui. Tu sais, est-ce que je m'empêcherais d'acheter un véhicule électrique parce que j'ai peur qu'il prenne feu? Non. Mais je peux te dire que cette dame-là m'a écrit fermement et clairement, c'est mon dernier char américain, c'est mon dernier char électrique. Que me conseilles-tu? Mais je comprends ça. Ouais. En même temps, elle a acheté le véhicule qui était à peu près le meilleur au moment où elle a décidé de son achat. Ouais. Elle aurait eu une Hyundai Accent d'occasion ou un Dodge Durango flambant neuf avec un MI. L'éclat dans le pare-brise, elle l'aurait eu pareil. Ouais. Il y a Alexandre qui dit, étant remorqueur, vous pourriez être étonné. Étonné de quoi? Je sais pas. Je serais curieux de lire les commentaires. Là, je sais que les remorqueurs ont toujours de savoureuses histoires. Savoureuses histoires à raconter parce qu'ils ont un regard et une perspective de l'automobile qui est bien différente de la nôtre. Je comprends Il y a Serge qui dit, je lui conseille une Pinto. Non, effectivement, elle est très bonne. Elle est très bonne. C'est un beau clin d'œil à un scandale. Là. Mais cette dame-là, finalement, elle s'est retrouvée malchanceuse, la mauvaise unité au mauvais moment. Est-ce que l'Equinox est à déconseiller pour autant? Absolument pas. Est-ce qu'il existe un véhicule parfait? Absolument pas non plus. Tu sais, Alexandre il me dit, véhicule électrique brûlé. Mais on pourrait être étonné de quoi? De la quantité qu'il y a eu. Lui, il est remorqueur. Oui, je peux comprendre qu'en proportion, il y en a eu... il me dit surtout des GM. OK. Fait que, oui, j'ai déjà vu un cas sur un Lyric. Ouais. Mais bon, lui, c'est sa perception, peut-être. Il en a ramassé des véhicules. Fait qu'il est peut-être arrivé sur plusieurs cas, mais bref. Ouais, je comprends que... Tu sais, il y a des gens qui ont une inquiétude. En même temps, là, ce qui est inquiétant chez GM, c'est que si c'est un problème concernant la batterie, ben, ils ont toutes la même batterie. Ben voilà. Et c'est le problème quand on arrive avec une grande diffusion d'un véhicule qui est pas suffisamment mature pour une commercialisation. Tu sais, rappelle-toi du Volkswagen ID4, là.
À chaque fois qu'on a un problème, ben on s'adresse à un grand volume de véhicules. Faire le rappel, c'est interminable. Ouais. Mais bref, on conseille quoi à cette dame-là? Moi, j'y ai dit, garde, elle veut avoir un véhicule, un VUS compact, rendement énergétique, un RAV4 hybride? J'ai parlé d'un CR-V, d'un Tucson hybride ou d'un RAV4. Il y a évidemment Martin qui dit, le RVR serait un véhicule parfait. Effectivement. Ouais, bon. Il ne prendra pas en feu, le RVR. C'est juste que quand tu sors d'un Equinox V, avec la plage numérique, super moderne, tout ça, puis tu t'assois dans un RVR, d'après moi, tu as un clash de génération. Oui. Tu as un peu l'impression de faire un retour dans le passé. Là. Pat Dumas, il dit, le seul véhicule qui a pris feu pendant que je conduisais, pour ma part, c'est une Honda Accord 86. Bon. Nakim, il demande, est-ce qu'une Q50 Red Sport, c'est vraiment une voiture sport et fiable? Alors moi, je réponds ceci. C'est la meilleure machine qu'Infiniti n'a jamais vendue. C'est une Nissan Skyline. Ça a 400 chevaux. C'est le moteur de la Z. La conduite est fantastique. J'aime encore son look. C'est super bien construit. Le seul truc qui est un peu particulier, c'est ça. C'est une direction qui n'est pas connectée, c'est-à-dire que c'est drive-by-wire, là. Et ça donne une drôle de sensation. C'est pas imprécis, mais c'est pas naturel. Il faut juste s'adapter. Ouais. Mais c'est une sacrée machine. Oui, vraiment. C'est puissant. La sonorité est là. Le châssis est exceptionnel. Même si le style, les années commencent à passer, c'est encore très beau, très élégant. Là. Est-ce que c'est une vraie sportive? Ça dépend à quoi on veut la comparer. Mais c'est une berline sport. Là. Je veux dire, c'est pas une sportive, c'est pas une Z. Non. Mais oui, c'est une berline sport. Là. On n'est pas dans une Lexus ES. C'est pas une M3 non plus. C'est pas une M3, mais c'est pas une Lexus ES. C'est ça. C'est pas une Continentale. On n'est pas là non plus. Fait que, puis tu vois, notre collègue William Clavé est 100% d'accord avec nous. Alexandre dit Chevrolet Silverado, problème de transmission. Il y a des feux sur les moteurs turbo 2.7. OK, fait que c'est des moteurs, des GM à essence aussi. Bon, bref. Il y a énormément il y a des gens qui ont des craintes d'acheter des véhicules électriques pour cette raison-là. Moi, j'en suis pas, mais effectivement, je m'en ai dit, ça brûle l'imaginaire. Oui, quand tu vois ça arriver, puis ce que ça fait. Puis en plus, un auto électrique, quand ça brûle longtemps. Ça s'arrête pas, tu sais. Alors, c'est assez particulier. Mais est-ce qu'il faut s'empêcher d'acheter un véhicule électrique à cause de ça? Non. Le constat qu'on fait, c'est qu'on n'a pas vraiment sauvé la planète avec ça, là, ça c'est sûr. Non. Mais on ne l'aurait pas non plus sauvé avec un VUS à essence. Non, c'est ça. Bon. En fait, avec n'importe quel véhicule neuf, tu ne sauves pas la planète. Là. Mais maintenant, je veux parler de l'Equinox V parce qu'on se battait aux portes pour en acheter, évidemment, à l'automne 2024. C'est ça, les derniers mois de l'année. C'était la folie. Et le constat de tout le monde était le même. Autant les gens du manufacturier que les concessionnaires, que nous, les journalistes, on se disait... Jamais, à aucun autre moment, l'Equinox électrique pourrait être moins cher. Il faut profiter des crédits pendant qu'ils sont encore là et à leur maximum. Et ça, c'était il y a donc 1 an. Ben, même pas. Oui, 1 an, à peu près. Entre 10 et 12 mois. Exact. Et là, dans les derniers jours, les dernières semaines, on a vu des promotions en vigueur par les manufacturiers. Et GM n'y échappe pas parce que on a des unités en inventaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on ne peut plus compter sur les aides gouvernementales pour inciter les consommateurs à s'acheter des véhicules, le manufacturier, lui... met de l'eau dans son vin. Exactement, il va couper les prix. Alors tu as sorti la calculatrice. J'ai sorti la calculatrice parce que, donc, en juillet dernier, les prix étaient les mêmes rendus à l'automne. On n'avait pas changé, mais... En juillet dernier... Juillet 2024. Oui, pardon. 2024, c'est ça. Un Equinox LT, traction, avec tous les frais de transport, préparation, etc. Avant tous les rabais, c'était 51 525 $. Ça, c'était le prix
qu'il fallait payer pour le véhicule avant l'obtention des rabais. Là, évidemment, les rabais, c'était 10 437 $ avant taxe. Ça ramenait le prix à 41 088 $. Ça, c'était le prix par mois, ça fait combien? Bon, par mois, ça fait combien? Je vais y revenir. Oui. En ce moment, le même... un épisode de combien coûte? On n'est pas loin de ça, mais tu vas comprendre la patente. OK, c'est beau. En 2025, donc aujourd'hui, le même véhicule a baissé de 3 100 $. Il est 48 425 $. Donc c'est ça, 3 100 $ de moins qu'à pareille date l'année passée. Mais le crédit est seulement de 3 479 $. C'est le crédit provincial, c'est 4 000 taxes incluses, donc 3 479 avant taxe. Donc, le prix vendant du véhicule, en ce moment, c'est 44 946 $. Donc, le montant que vous allez payer, c'est quoi? C'est presque 4 000 $ de plus que le prix vendant l'année passée, considérant que GM a mis un rabais dessus. Oui. Le taux de financement l'an passé était à 5,99 % sur un 6 ans. Il est à 0 présentement. Donc, l'année passée, avec 12 000 $ de crédit, les gens payaient en achat 781 $ par mois, taxes incluses, pour un Equinox EV LT. Et en ce moment, pour le même véhicule, même s'il y a 8 000 $ de crédit de moins d'applicable au niveau du gouvernement, il y a un rabais de GM, il y a les taux qui sont... Il y a le taux à 0, puis il y a quand même 3 479 de crédit ou 4 000, là, vous voyez là comme vous voulez. Il coûte 703. Fait qu'il coûte... 82 $ de moins. En fait, 78 $ de moins. 78 $ de moins que pour le même véhicule. Pour le même véhicule, sans... un an plus tard, mais avec des crédits baissés de 8 000 $. Voilà. En location, le taux est à 2,9 en ce moment. Il était à 5,9 à l'époque. Mais il faut comprendre que le plein 12 000 s'appliquait sur les 4 ans de location. Fait que là, ça devenait super alléchant. Mais regardez l'écart de prix, c'est encore une joke. C'était 543 $ l'année passée. C'est 590 en ce moment. Ça, je le comprends qu'il soit un peu plus élevé. Oui, le taux est à 2,9. Oui, le taux a joué, là. Le taux est de la moitié. Ouais. Ça fait toute la différence. Mais probablement que chez GM, on a réévalué les valeurs résiduelles, là. Parce qu'on veut pas se ramasser avec des tonnes et des tonnes et des tonnes. Tu sais, on veut que vous l'achetiez. Pourquoi tu penses qu'on donne du 0% au financement? C'est ça. Achète-les, puis ramène-les pas dans 4 ans, merci. Oui, c'est ça. Mais remarque, à 590 en location, puis tu mets pas d'essence, c'est quand même pas si mal, là. Et je sais pas si tu as eu la même... tu sais, des Equinox électriques, on en voit beaucoup sur la route, point. Mais j'en vois beaucoup lettrés au nom d'entreprise. Les Equinox blancs avec du lettrage d'entreprise, j'en vois énormément. Puis effectivement, tu dis, ben, la location, on est en deçà du 800 $ maximum que tu peux déduire. On met pas d'essence. Oui, puis c'est pas moins cher. En fait, c'est pas plus cher qu'un Niro. C'est pas plus cher. C'est ça l'affaire. Fait que c'est sûr que le véhicule est plus gros, plus imposant. T'as de l'autonomie, Mais si on n'a pas d'enjeu de stationnement, puis c'est ça. volume, fait que le succès est encore au rendez-vous, mais c'est de dire... Puis là, ça serait intéressant de faire le calcul sur un paquet d'autres véhicules, mais c'est de dire, imaginez-vous à quel point on s'est garroché inutilement pour acheter des véhicules électriques à l'époque où c'était la folie, alors qu'en ce moment, les constructeurs mettent de l'eau dans leur vin et vous le vendent finalement à moins cher. Et là, ça m'amène à une autre question. J'en ai une question. Mettons que le gouvernement fédéral ramène le crédit fédéral de 5 000 $. Est-ce que le taux de 0% tombe à 2,9 juste pour se rééquilibrer? Puis est-ce que le rabais de 3 000 de GM va soudainement disparaître? C'est sûr que oui. Fait que les constructeurs en ont-ils profité? Oui. La réponse est majoritairement oui, mais en même temps, il y avait un effort à faire pour forcer les constructeurs à y aller et à vendre des véhicules qui n'étaient peut-être pas aussi profitables qu'un Sierra ou qu'un F-150. Non, là, certainement. Fait que dans cette optique-là, je dirais que ce que le gouvernement a fait... plus luxueuse, là.
Hein? Je dis dans cette optique-là, ça c'est Oui, c'est l'optique, ouais, c'est ça. Non, mais aujourd'hui, le constat, c'est que c'est clair que si on revient en donnant des crédits, on fait juste faire des cadeaux aux constructeurs. C'est clair à mon esprit, là. Alors, est-ce qu'il faudrait retirer les crédits? Moi, je suis d'avis que oui, littéralement, parce que, honnêtement, on a promis qu'on les ramenait. Oui, on a promis qu'on les ramenait, mais on nage à contre-courant. C'est-à-dire que on a promis qu'on ramenait un rabais fédéral en juin. Ouais. On est à la mi-septembre, on n'entend toujours pas parler. Le budget va être déposé d'ici peu. Mais tu peux pas dire ça en juin, rien faire pendant 3 mois, puis penser que les consommateurs vont acheter quand même, tu sais. Les consommateurs attendent le retour de ce crédit-là. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas vraiment raison parce que, encore une fois, le jour où les crédits reviennent, les prix vont monter, puis tout ça va s'équilibrer. Il n'y aura pas de différence en bout de ligne. J'ai une question aussi, moi. Ouais. Tant qu'à... On sait que les inventaires, je ne veux pas dire sont hauts, mais oui, sont loin d'être bas, en tout cas. Ouais. On est motivé parce que la preuve, on a des rabais, les taux sont bas. Ouais. Quelqu'un qui en achète un demain, un Equinox électrique, il y a encore de la place pour négocier? Sûrement. Oui? Ben oui. Aujourd'hui, tu ne payes pas un véhicule au PDSF, là. On est revenu... Il y a un équilibre de marché qui est... Moi, je trouve ça intéressant. D'abord, il s'est vendu 40% moins de véhicules électriques au mois de juillet. Bien sûr. Ça, c'est au Québec. Mais il s'est vendu, ironiquement, 5% plus de véhicules que l'année passée. Oui. Donc, non seulement il s'est vendu plus de véhicules et plus de véhicules à essence et hybride, mais les électriques ont planté complètement. Oui. Il y a 2 choses à comprendre là-dedans. Mm-hmm. Le consommateur est en mode libre choix et achète ce qu'il souhaite acheter. Oui. Donc, achète plus, mais en même temps, on ne le force plus à acheter des trucs qu'il y avait dans les cours l'année passée, parce que souviens-toi, à un certain moment donné, il y avait juste ça. N'importe qui voulait un Kona ou un Tucson à essence, puis finalement, il partait avec un Ioniq 5. Puis tu sais, je te dirais, en ce moment, c'est un peu le cas chez Toyota, ils ont rien dans le cours. Oui. Tu sais, à part des RAV4, là, puis des BZ4X, c'est ça, mais tant pis pour eux. Tu sais, ils ont mal géré leur truc, c'est plate, mais vivez avec les conséquences. C'est pas normal que tu te pointes chez Toyota et que ce soit un an pour une Corolla. Là. Pour vrai, ça, c'est ridicule. La première affaire que je dis à quelqu'un qui me dit « Je vais acheter une Corolla », OK, va t'acheter une Civic ou une K4 ou autre chose, là, mais vas-y même pas chez Toyota. Mais non, 1 an, c'est ridicule. Non. Même 6 mois. Même 6 mois, c'est une Corolla. Là. Tu peux l'attendre une couple de semaines si tu veux une couleur spéciale. Là, tu sais, si tu me parlais d'un, je sais pas moi, d'un Land Cruiser super rare. Non. Une Corolla noire avec un haillon. C'est ça. C'est tout. Ou pas de haillon, peu importe. Pas de haillon. C'est ça. Fait que, voilà. Okay. La voiture, la voiture que tu vas avoir à ton école de conduite quand tu vas commencer à conduire. Oh, le roi de la transition. Ouais, ben je voulais faire ça, glisser ça subtilement. Parce que je suis allé inscrire Fiston aujourd'hui à ses cours de conduite. Ça va, le coup de vieux? Oh oui, c'est correct. C'est correct, oui, c'est assumé? Oh oui, c'est assumé. Oui, le plus jeune de tes enfants commencera la conduite automobile. C'est plus cher que quand nous, on était jeunes, en tout cas. Je sais pas si moi, j'avais payé 415 $ pour mes cours de conduite. Oui, mais ça ne durait pas 1 an. Non. Maintenant, ça non, mais ça ne durait pas 1 an. Il n'y a pas plus de cours, c'est juste qu'ils ont étalé sur une plus longue période. Oui. Mais moi, ça coûtait 1 000 $ avec le livre. OK. Il y a... Ben là, c'est 1400. OK. C'est ça. Bon. Mais tu vois l'écart d'âge? 415, 1000. Oui. C'est ça. T'es plus proche de lui que de moi, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, cela étant dit, j'ai posé la question parce qu'ils ont des cours pratiques tout au long de l'année. Oui. Puis là, j'ai dit, mais ils sont où les cours pratiques à transmission manuelle? Ah, dit, mon Dieu, ça fait 5 ans qu'on n'a plus ça, monsieur. 5 ans? 5 ans. Une école de conduite qu'on nommera pas, mais qui a une bannière générale. Oui, mais de toute façon, peu importe, qu'on la nomme ou pas, elle m'a dit que c'était de même partout. Il n'y a plus d'école qui offre ça. C'est incroyable. Fait que tu sais... Mais sais-tu la raison qu'elle m'a dit? Puis en même temps, c'est un peu logique. Mais c'est pas tant ça. Non. On peut plus acheter de voiture.
Et ils vont pas acheter des Civic SI, là. Non, mais tu peux acheter un véhicule usagé. Tu peux, tu sais... Mais il y en a pas. Tu sais, une Mazda 3, tu peux l'avoir avec la boîte manuelle. Ouais, c'est la seule, oui. Tu sais, moi, il y a... Tu pourrais en avoir une, à tout le moins, s'il y a une demande, tu sais, effectivement. Ou une que tu vas partager avec l'autre école de conduite de la même bannière qui est pas loin. Oui. Tu sais, moi, je te donne un exemple. OK, j'ai suivi mes cours de conduite en 2012. OK. La voiture manuelle, c'était une toute petite école. La voiture automatique, c'était une Yaris de 200 000 km. OK. La voiture manuelle, c'était une Tercel qui avait pas 100 000 km. OK. Fait que, et quand tu demandais la manuelle, fallait que tu le précises, que tu appelles la veille idéalement pour qu'il tasse toutes les motos. Ben, moi, c'était d'emblée. Oui, mais moi, c'était pas ça, là. En fait... était dans le fond du garage, dans la ruelle, et il y avait, je sais pas, une douzaine de motos, parce qu'il donnait des cours de moto à ce moment-là aussi. André Saunier. Toutes les motos. Ouais. Puis il sortait la Tercel, puis on partait avec cette voiture-là. Voiture qui n'avait pas de compte-tour. Non, c'est sûr. Oui, ben c'est sûr. Attends, là. Pour vulgariser la conduite à boîte manuelle. C'est sûr que c'est pratique. C'est quand même pratique. Ouais. Fait que le bon Denis m'avait fait un dessin d'un compte-tour sur un bout de carton d'une boîte qui traînait dans le ouais. Puis j'ai dit, c'est correct, là. Je comprends comment ça fonctionne. Je te remercie. Mais tu vois, André Saunier, il dit, déjà, j'ai une NSU à boîte manuelle à vendre. Oui. C'est ça. Je suis pas sûr que Puis ça Catherine Mablon a dit, ben, une Golf, il n'a plus. Ben non, c'est Ben, terminé. il n'a même plus des GTI. Il n'y a plus de fini, Golf. Il n'y a plus rien. C'est ça. Terminé. Ouais, c'est ça. Fait que c'est triste. Mais, ben, tu sais, moi, quand j'ai pris mes cours de conduite, aussi drôle que ça puisse paraître, la voiture manuelle de l'école, c'était une Sonata. De première génération. On jase pour jaser, là. Tu as une école de conduite. Tous les véhicules neufs en ce moment coûtent une fortune, qu'ils soient électriques ou à essence. Tu as envie de te démarquer. C'est certainement pas en ayant un Kona électrique que tu vas te démarquer avec une école de conduite en ce moment. Ils ont des livres puis des bolts. C'est ça. C'est ça. Ouais. Mais si tu achetais une BRZ, par exemple, qui coûtera pas moins cher que les autres... Ben, ou une Civic aussi. Oui, mais là, en plus, avec une BRZ, tu peux leur montrer le principe des roues motrices arrière, là. En hiver, et bon, tu sais... Mais penses-tu sincèrement qu'ils ont cet objectif-là? Ça devrait. Oui, mais parce que l'apprentissage... Hey, la moitié des cours se font par Zoom maintenant. Là. Ben oui, ou dans une classe derrière un pupitre. Non, par Zoom. Tu sais, c'est d'une grande tristesse, là. C'est ça. Fait tu deviens pas bon conducteur en étant assis derrière un pupitre ou assis derrière un écran. C'est dommage, là, mais c'est des heures de pratique et du temps derrière le volant, avec ton instructeur, avec ton ami, avec ton parent. C'est la seule manière de le faire. C'est la seule manière. Moi, j'avais fait le cours de conduite, c'est ça. Je me souviens, je pense qu'on avait 12 heures de conduite totale. C'est pas beaucoup. Ou 15 heures. Puis j'avais fait 10 heures en automatique, 5 heures en manuel. Ouais. Puis j'étais allé passer mon examen de conduite avec la voiture de mon père qui était manuelle. Puis le prof m'avait dit, ah oui, vous êtes sûr? Oui, je ne changera rien. Tu sais, je veux dire, à partir du moment où tu l'as conduit, c'est pas d'être bon ou pas bon, c'est... T'es capable ou t'es pas capable. Tu sais, c'est pas... c'était pas une Mustang 5 litres, là. La clutch pesait pas 3 livres, là, tu sais, c'était bon, c'est ça. Fait que... il y a... Ouais, c'est ça. Alain, il dit, moi, c'était une Passport Optima, c'est ça. Les écoles de conduite avaient du choix en matière de voitures cheap à l'époque, là. C'est plus dur, là, un peu. Mais tu sais, c'est ça. Moi, les voitures de l'école, à l'époque, c'était des Excel automatiques, puis il y avait la Sonata manuelle. D'après moi, on avait eu un deal avec l'école, avec le dealer Hyundai du coin, là. Oui. Mais c'est ça. Ça ressemblait à ça. Sauf que là, qu'on donne plus de cours de boîte manuelle... Et c'est une question d'apprentissage. Tu sais, est-ce que tu... Et tu comprends la notion mécanique aussi. Est-ce que tu suis la formation juste pour avoir un permis ou tu suis la formation
pour être un bon conducteur. Non. Tu suis la formation pour apprendre à respecter le code de la sécurité routière et respecter le règlement. Tu ne suis pas la formation pour apprendre à conduire. La formation actuellement comporte une grosse portion de sensibilisation. Ouais. Sensibilisation à la vitesse, aux drogues, à l'alcool. Parfait, c'est correct, c'est essentiel. Ouais. Mais est-ce qu'on peut passer plus de temps derrière le volant? Parce que c'est derrière le volant que tu les vois, les situations du quotidien. Oups, il y a un vélo qui passe devant toi. Oups, de ce côté-là, il y a un sens unique. Tu sais... Et hier après-midi, il y a un jeune de 19 ans qui s'est tué dans la bretelle d'autoroute près d'ici, en moto. A mal pris le virage, a frappé le parapet. Tard. Terminé. Tu as dit dans l'après-midi, donc il faisait clair, il pleuvait pas, les conditions routières étaient favorables. Bien évidemment, tu sais, l'inexpérience, bon. Bien sûr. On connaît pas le contexte, tu sais, condoléances à la famille. L'inexpérience, voilà. Oui. Mais c'est dommage qu'on doive collectionner les décès pour en arriver à ces constats-là. Oui, absolument. Puis les cours de conduite ne changent pas au gré du réseau routier. Non. Au gré des automobiles. Premièrement. Et de la densité du trafic et du réseau routier. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu apprennes aussi à conduire pour éviter les nids de poule en passant, là. Oui. Ça, c'était pas une notion qu'on connaissait quand moi j'étais petit. Non, et si tu ne les évites pas, tu vas avoir un bris mécanique. Ben oui. Tu vas avoir une crevaison, tu vas arracher un morceau de suspension, de direction. Écoute, tu dois les éviter. Sais-tu ce que j'ai vu aussi en revenant revenant de Québec? Ça fait beaucoup à regarder d'un coup. Tu sais. Ce que j'ai vu en revenant de Québec le week-end dernier, tu sais le fameux viaduc au-dessus sur l'autoroute 40 à Berthierville? Oui. Que tu jumpes à chaque fois parce que il est comme ça fait 10 ans, là. Oui, mais il s'améliore pas, là. Il s'améliore pas. Ben, il y a une moto qui a planté. C'est sûr. Puis c'est malheureux, parce que tu pognes une roulière plus le joint de dilatation qui est... Tu sais, pow! Ben oui. La moto a planté, puis c'est une grosse moto. J'ai vu la fille debout, les jeans complètement déchirés. Tu sais, elle s'était plantée pas à peu près, là, t'es sur l'autoroute. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est ça. Il n'y a pas moyen. Puis tu peux pas poursuivre Transport Québec. Il n'y a rien à faire. Réclame à tes assurances, c'est ça. Puis la SAC va t'indemniser. Ah non, ils n'ont plus d'argent. Mais en tout cas, bref. Ouais, en tout cas. Oui. C'est un autre dossier, on n'embarquera pas là-dedans. Ça me tente pas. Une semaine sans parler de la SAC. Oui, c'est ça. Il y avait un beau dossier sur Karl Malenfant dans la presse en fin de semaine. 4 beaux textes qui décrivent le personnage. C'est intéressant. On va quand même aller lire ça. Je t'en recommande la lecture. Ouais. On nous parle de ses grandes réussites ailleurs avant d'arriver à la SAC. Ben Chris, ils l'ont engagé pareil. Oh oui. T'sais, ils l'ont engagé quand même. Oui. Et pas pour le mettre sur une tablette, là. Non, c'est ça. Enfin bref. Patron, hein. Voilà. Là, tu voulais me parler d'une histoire de Corvette. Moi aussi, je voulais t'en parler de ça parce que je trouve ça drôle. Le marché de la Corvette, on parlait de l'Equinox, le marché a changé, mais la Corvette aussi, là. Le marché de la Corvette a changé, puis maintenant, ça fait combien de temps de mémoire que la taxe de luxe est instaurée? 2 ans peut-être? Ouais. 2 ans à peu près. Bon, toi et moi... Ouais, c'est au janvier 24. Toi et moi n'avons pas la chance d'acheter de manière régulière des véhicules de plus de 100 000 $. Alors, ce n'est pas un phénomène qui nous touche de près. Et puis, tu sais, il y a comme... j'ai envie de dire que ça devient presque tabou quand on dépense ce budget-là. Ouais. Puis, il y a quelqu'un qui est venu me parler récemment et qui m'a dit... Je voulais une Corvette, je voulais me payer une voiture, je voulais me payer un jouet neuf. Ouais. On avait en inventaire une Corvette dans un concessionnaire de ma région. On en demandait 200 000 $. C'est pas un modèle de base, on s'entend? Pas un modèle de base. Non. Mais on s'entend, c'est pas pour faire de la piste, c'est pas pour s'énerver. C'est juste pour avoir un jouet, le fun, neuf, puis voilà, triper un peu. Les 200 000 $, visiblement, ça semblait pas un problème. OK. Là où ça a bloqué, la taxe de luxe.
Ouais. Cette personne-là n'avait aucune envie de prendre 20 000 et les déposer dans le conteneur à vidange au fond de la cour, ne jamais revoir la couleur de cet argent-là. Et comprends-moi bien, Antoine, là, quand tu t'achètes une Corvette à 200 000 si t'es capable, là. D'un, tu es capable, et de deux, ta contribution à la société est déjà, je pense, grande. Oui. Hein? Ouais. C'est pas, tu sais, mettons, tu achètes ta Corvette au 1er septembre, c'est pas les premiers dollars que tu retournes à la société. Non. Tu as déjà contribué. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est commandé une Corvette de base. À 100 000 Noir, à 100 000 a payé 300 quelques dollars de taxes de luxe, parce que, évidemment, la taxe régulière, elle, s'applique elle aussi, là. Ouais. Tu sais? Fait qu'on arrive peut-être à je sais que ça demeure anecdotique, mais pour moi, ça illustrait quand même une espèce d'écart en titre sur la taxation de l'automobile. Ben oui. Et c'est pas parce que tu n'as pas les moyens, c'est juste que tu vas accepter. Ouais, c'est ça. Oui, tu te dis, OK, regarde, Ben c'est le même char, c'est le même modèle, moins d'équipement, moins de performance, moins de ce que tu veux. C'est correct, c'est pas grave. Je vais l'attendre 3 semaines parce qu'il y en a une qui est sur le transit, puis l'autre est en inventaire. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Pour sauver 100 000 d'abord, puis 20 000 que tu ne retrouverais jamais. Ouais. Parce qu'au moment de la revente... là, plus 15 000 de taxes aussi, parce que 100 000 de plus, c'est 15 000 de plus de taxes, là. Ben voilà. Tu sais. Ouais, ça... Mais ça, c'est... Puis lui, sinon, il aurait acheté la Corvette à 200 000. Sans taxe de luxe, il m'a garanti qu'il l'aurait acheté. C'est ça. Ah ouais, c'est fou, hein? On arrive à une écart en titre de la taxation automobile. Ben, la taxation point, j'ai envie de te dire. Là. Mais l'automobiliste, il a le dos. Mais l'automobiliste, c'est lui qui paye pour tout, là. Oui. Tu sais, la taxe de transport en commun, de nomme-les, là. Tu sais, la taxe carbone sur l'essence, comme si le Québec était le seul à pouvoir sauver la planète, parce qu'on est les seuls clowns à la payer encore. Oui, encore. Alors, tu sais, effectivement qu'à un moment donné, on peut être tanné, mais je trouve ça drôle parce que le marché de la Corvette, lui, a aussi changé. En 2020, à 72 000 pour un modèle de base, pas besoin de dire qu'on se battait aux portes pour en avoir. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps... Mais on disait aussi aux gens que la Corvette à 72 000 c'était tout un deal, là. Oui, mais elle n'existait pas réellement. Elle a existé. Oui, mais c'est pas nécessairement celle-là que tu voulais. T'sais. OK, mais c'était quand même tout un deal. C'était un deal extraordinaire. T'sais, à 72 000 une Corvette, 72 000, c'était avec les frais de transport, mais c'était 69 995 une Corvette de base, si tu la prenais rouge, blanche ou noire, pas d'option, là, tu sais. À 69 000, t'as quoi aujourd'hui? On avait fait le tour ensemble, puis il y a quand même des options qu'un amateur de Corvette veut avoir. Oui, mais n'empêche... Mais encore là, c'est pas essentiel. Tu sais, un Mustang 5 litres, ça coûte ça de base, là. Oui, c'est ça. Tu sais, fait que je peux te dire que... Mais c'est ça, le marché de la Corvette a changé. Puis je parlais avec un concessionnaire récemment qui m'a dit, écoute, on a eu une demande quand même assez constante. Puis au Québec, on a toujours été un peu plus restreint dans les possibilités de commander des modèles intéressants puis tout ça. Puis là, GM a un peu ouvert les vannes. Fait que lui s'est dit, OK, j'ai de la demande, j'ai un bon marché de Corvette, j'ai un bon bassin de clientèle. Il en a commandé un bon paquet. Encore aujourd'hui, il est pris avec 16 Corvettes. Oui, puis là, l'automne arrive, là, le 16 Corvettes invendues, découpées, des décapotables, des Z06, nomme-les. Et si tu les as pas vendues, plutôt au mois de septembre, plutôt au mois d'août, plutôt au mois de juillet, tu ne les vendras pas au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on va se mettre à appliquer des rabais? Qu'est-ce qu'on va faire, là? Puis là, tu as le modèle qui arrive avec les changements, là. Les 26 arrivent avec la nouvelle planche de bord, le ci, le ça. Quand tu vas voir ça, tu n'en voudras pas, la vieille. Puis... 16 Corvettes en inventaire. C'est du stock, là. Ouais. Tu sais, c'est le genre de situation qui arrive pas avec un pick-up. Un pick-up, ça se vend tout le temps. Oui. Un Yukon, ça se vend tout le temps. Oui, j'imagine qu'il y a des versions et des versions qui sont
Non, mais populaire. Non, mais je parle quand tu tombes dans le monde du luxe, là. Oui. Tu sais, un Denali. Ah, tu resteras pas. Non, c'est ça. Vois le litre d'essence monter à 2,50 $. Ben, le Denali va se vendre encore. C'est le pick-up régulier qui va se vendre moins. Oui. Tu sais, le Denali, tu sais, le gars qui va payer 120 000 pour un Denali, il ne dérangera pas tant que ça. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut. Oui, mais ça fatigue quand même. Il va-tu acheter l'électrique? Bon. Ça fatigue. C'est ça. On verra, tu sais. Jean-François, il dit, j'ai payé 69 000 pour un Ford F-150 STX. Ben, ouais, c'est ça. On n'est là, pas à la même place. Plus de Corvette à non, c'est ça. Non, c'est terminé. Ça fait longtemps que c'est terminé. Ouais. Ça fait longtemps que c'est terminé. Je te disais que j'étais chez Kenny Youpold ce matin. T'es-tu magasiné une voiture neuve? Non, pas vraiment. D'occasion? Non, pas vraiment. Non, mais j'ai fait un exercice comptable intéressant parce que, tu sais, on dit souvent la blague, tu sais, tu vas chercher une pièce là-bas, ça te coûte pas cher par rapport au prix d'une neuve. Ouais. J'ai juste fait une recherche en 2 minutes pour une pièce spécifique au pur hasard, là. Et tu pourrais la faire avec n'importe quelle pièce. Alors, regarde ça, j'ai les chiffres ici. Oui. Pour un silencieux d'une Corolla 2012, chez Kenny Youpold, on va te charger 34,99 $. Et ça, on pourrait le charger pour n'importe quel modèle. Oui, c'est le prix d'un silencieux. Voilà. OK? Un silencieux que vous le preniez sur un X5, une Corolla ou une Aveo, c'est même affaire. 34,99 $. Mais démonte-les toi-même, par exemple. C'est ça. Après ça, il te donne 6 $ si tu ramènes ton vieux. Ah. Puis s'il est tombé sur la métropolitaine, faut-tu faire demi-tour pour aller le chercher? Ça arrive, ils te donneront, ça, des fois? Oui, ça arrive des fois. Okay. Non, là, ça s'applique pas. OK. Fait que tu vas le payer 34,99 $. OK. Un Jobber, oui. mais neuf. 238,99 $. OK. C'est le prix que j'ai trouvé pour le silencieux d'un Corolla 2012. Et chez le concessionnaire, 516,82 $. Juste le silencieux. Quand même des grosses économies à faire, là. Puis tu sais, bon là tu vas me dire, ils en vendent plus, les concessionnaires vendent plus de silencieux pour des Corolla 2012. Ben non. Oui, c'est un marché qui délaisse. Puis ils sont épais, là, parce qu'honnêtement, ils pourraient justement baisser les prix pour aller chercher une partie de la clientèle qui va vouloir avoir de la pièce d'origine. Mais là, il y a personne qui va payer 516 $. Prenons un cas de figure, OK? Ouais. Je comprends que celui qui va chez Kenny va probablement faire sa mécanique lui-même. Oui. Hein, mettons. Ouais, c'est rare que tu vas arriver avec tes pièces que tu as démontées toi-même chez chez Toyota pour aller les faire installer. Chez un atelier. C'est ça. Si tu prends un après-midi pour aller démonter ton silencieux, tu ne paieras pas 179 $ de l'heure pour qu'un mécanicien certifié Toyota te l'installe. Probablement pas. On s'entend? Bon, parfait. Par contre, si tu as une Corolla 2012 et tu te rends chez ton atelier local et qu'on te sort un estimé, puis qu'on dit le Jobber, il est 238,99 $, puis que Toyota s'est dit, tiens, dans notre entrepôt de pièces, il nous reste X centaines de silencieux de Corolla 2012, puis dans les dernières années, on en a vendu un peu moins. Si on coupait le prix en deux, mettons, puis qu'on le vendait le prix du Jobber, ça s'est vu. Ou juste un petit peu plus, parce que entre toi et moi, pour 20 $ de différence entre un Jobber ou une pièce d'origine... Tu vas prendre la pièce d'origine, oui. C'est ça. Fait que, tu sais, pour une légère différence, tu vas prendre la pièce d'origine. Oui. Puis est-ce que c'est le bon réflexe? Pas toujours. Ben, tu sais, puis il y en a qui disent, ben non, je vais garder ce auto-là encore juste un an. Ou, ben, c'est ça. Mais à plus de 500 $, jamais de la vie. Ben, tu sais, puis je m'excuse, là, mais... Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, j'irai jamais me pencher en dessous d'un auto pour défaire un silencieux pour sauver 400 $. Bon, c'est correct. C'est bien correct. Mais, tu sais, ça prouve à quel point 35 $ ou 518 ou même, tu sais, 35 $, là, c'est 8 fois moins cher que le prix d'un Jobber. Oui. Tu sais, puis avec le portefeuille moyen du Québécois d'aujourd'hui. Voilà. Tu sais, je comprends qu'on a tous les habiletés qu'on a ou qu'on n'a pas, qu'on a les outils qu'on a ou qu'on n'a pas également.
Mais effectivement, alors que l'inflation frappe fort, que les ménages québécois ont peut-être le budget un peu plus serré, ben, de se tourner vers des alternatives pour entretenir son véhicule et s'assurer qu'il ne dépérisse pas. Ouais. Ben, effectivement, des entreprises de pièces d'auto usagées, ben, ça peut être une alternative intéressante. Puis c'est tellement pas cher qu'il y a des gens qui se sont développés une expertise, c'est-à-dire que il y a des clients réguliers qui vont chez Kenny pour dénicher la bonne affaire, c'est-à-dire... Et la revendre ensuite. C'est ça. Bien correct. Tu sais, quand une BMW arrive là-bas, on sait que le prix des pièces de BM coûte une fortune. Bon, ben, il y a des gens qui se sont spécialisés, ils vont démonter des pièces de X5, de série 3, revendre ça sur eBay ou peu importe, au triple, quadruple du prix, puis voilà, tu sais. Oui. Ouais. Fait que c'est un marché vraiment, vraiment particulier, mais c'est de dire à quel point, hey, entre la pièce à 35$ puis celle à 518. Puis tu sais, là, je sais qu'on est juste le 15 septembre, les journées ont commencé à rapetisser. Ouais. Je veux pas faire peur à personne, mais l'hiver va s'en venir. Ouais. Tu sais, acheter des pneus neufs, ça coûte une fortune. Ouais. Tu sais. Mais chez Kenny, les pneus sont déjà démontés, sont classés. Tu sais combien l'usure, le degré, le niveau d'usure. Ouais. Tu vas payer encore une fois une fraction du prix. Tu sais. Ouais. Effectivement, comme tu dis. Et un jeu de pneus 16 pouces en très bonne condition, tu vas payer ça 250$. Tu sais. Ben, c'est ça. Tu sais. Alors que si tu en achètes des neufs, ils vont te coûter 1000$. Comme il faut. Comme il faut. C'est sûr. Fait que il y a un monde de différence, puis ça, tu sais, je pense que il y a une éducation à faire de ce côté-là. Ouais. Il y a du gaspillage qui est fait, c'est une affaire effrayante. Puis tu sais, bon, je parlais aux gens de Kenny Youpol par rapport au recyclage des sacs gonflables qui sont interdits au Québec. Encore le seul endroit en Amérique du Nord où on peut pas installer des sacs gonflables usagés. On est distinct pour les bonnes raisons. Tu sais. Ben, sais-tu ce que Kenny Youpol fait? Prend des sacs gonflables ici au Québec, les envoyer en Ontario, puis les vendre là-bas. Ben oui, parce qu'ils ont des succursales là-bas. Bon, tu sais. Bon, je te dis pas qu'ils les démontent tous. Non, mais c'est pour des modèles pour lesquels il y aurait une demande ou un marché. Ben voilà, c'est ça. Ils ont des succursales à Ajax, à Brampton, il y en a partout, là. C'est ça. Puis tu sais, le pire, c'est que il y a plusieurs constructeurs automobiles qui ont discontinué des sacs gonflables parce que justement, la majorité des gens partout vont en acheter des usagés. Kenny Youpol vend ça 50$, chez le concessionnaire, c'est 1000$. Tu te poses pas la question. Alors, le résultat, c'est que la Nissan Sentra 2013 ou 12 qu'on avait restaurée à l'émission Rouleau suivant l'année passée, ben, le sac gonflable chez Nissan était discontinué. Donc, on a fait le processus ridiculement complexe de passer à travers toutes les étapes d'homologation. Ça veut dire, ça te prend le numéro de série de la voiture d'honneur. Il faut que tu prouves que la voiture a été scrappée, que le sac gonflable n'a jamais explosé, ça. Faut que tu envoies le sac gonflable à Québec, ils vont faire des tests dessus, ils vont l'homologuer. C'est le bordel, là. Puis, tu es obligé, dans un contexte comme ça, de remplacer toutes les ceintures de sécurité, de remplacer des capteurs dans le pare-choc, le ci, le ça, t'es tout obligé de changer. Ça, c'est la loi au Québec. En Ontario, plug and play, prends un sac gonflable, branche-les là. De toute façon, un sac gonflable, c'est un connecteur standard, là. Oh, oui. Il va marcher ou il marchera pas. Fin de l'histoire, là. Comme on dit en japonais, c'est pas rocket science, là. Non, c'est ça. Fait que, ça, c'est en japonais? Non. OK. Bon, alors voilà pour l'histoire. Ram, oui. C'est drôle, hein? Chez Stellantis, on a tendance à un peu faire quelques pas en arrière, comme par exemple offrir un 5.7 MI de série dans tous les Durango ou offrir un 392 dans un Gladiator. C'est le genre de choses que les gens ont demandé. Oui. Mais là, ce qu'on a annoncé aussi, c'est que le pick-up Ram électrique qui devait arriver, qu'on a retardé, qu'on appelait le REV, ça arrivera pas. Ben non. Terminé. Puis tu sais quoi? C'est correct. C'est correct. Il y a déjà une offre en ce moment. Ouais. J'allais dire le marché est saturé. Je pense pas qu'il soit saturé, mais il y a déjà une offre qui répond largement à la demande. Chez Ford, chez Chevrolet, chez GMC, chez Rivian. Je pense que Stellantis réalise aussi que Ford commence à les accumuler, les Lightning. Oui, et que c'est pas leur expertise non plus.
Non. C'est pas comme s'il y avait un bilan parfait avec ce qu'ils ont d'électrique jusqu'à maintenant. Du Lightning, là, j'ai pas les détails exactement en mémoire, là, mais j'ai vu passer l'histoire d'un type qui a acheté un Lightning neuf. OK. Au bout de 90 jours, s'est dit, finalement, ça me convient pas tout à fait. Je retournerai en F-150 à essence. Le concessionnaire lui donne 60% de ce qu'il a payé. Genre après... 90 jours. OK, c'est ça. Ben, au moins, il fait une offre, parce que tu vois, la même situation... C'est ridicule. Oui, mais tu vois, ce qui est arrivé chez Porsche, c'est encore pire. Ouais, parce que Porsche, le gars a acheté une Taycan, il a voulu la retourner après 2000 km, puis ils ont dit, à ce stade-ci, on n'en veut juste pas. Ouais. On n'est pas en mesure de vous faire une offre, monsieur. On a des Taycan, on a plein de Macan électriques. Ouais. Fait que vendre une Taycan d'occasion... En fait, d'occasion, c'est 2000 km. Pat pose la question, il dit, est-ce que c'est légal de faire installer ces sacs gonflables en Ontario? Ben, si la voiture est immatriculée au Québec, non. Ils pourront pas, hein? En fait, si la voiture est une auto VGA, par exemple, et qu'il a besoin de repasser une inspection, ça va être impossible. Tu peux pas juste prendre un sac gonflable, le planter là, puis penser que ça va passer le safety. Il faut que tu aies les preuves de tout le processus. C'est super bordélique, là. Puis et le résultat? Ben, personne ne le fait. Tout le monde scrape les chars. Ben oui, ou les envoie en Ontario. Ouais, c'est ça. Oui, et bonjour le Dakota. Oui, le Dakota, ben en fait, on est encore... on sait pas si ça va s'appeler Dakota, là. Mais on est encore dans, j'allais dire, la spéculation puis les rumeurs, là. Mais tu sais, Dodge, ils vont ressortir un vieux nom, là. Oui. Que pourrait-il être, ce nom? Spirit. Pour avoir sorti le Hornet, pourquoi pas le Spirit? Prospector? On a déjà vu ça sur un Dodge? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a comme autre nom? Le Warlock? Oui, Warlock, ça serait bon. Mais Dakota aussi. Oui. C'est très évocateur. Les gens n'ont pas nécessairement une mauvaise connotation de... C'est juste que... Puis ça, c'est mon imaginaire à moi, là, mais... Ouais. Il y a juste en 2011 que ça a été un Ram Dakota. Oui, ça, c'est étrange, là. Tu sais, c'était un Dodge Dakota. C'était pas un Ram Dakota. Mais là, ça serait un Ram Dakota. Ouais. Mais un Ram Warlock... Ça sonne. Oui, mais c'est pas déjà un trim du 1500? Mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Non, c'était sur le classique. C'est ça. C'est ça. Mais... On n'amènera pas un Lil Red, là. Oui, un petit rouge. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais mettons, t'aurais un Dakota pour rivaliser avec les autres camionnettes intermédiaires, d'accord. Mais tu fais quoi avec ton Gladiator? Oui, mais c'est un véhicule de niche. C'est pas... Oui, mais est-ce que ça serait... Il n'y a personne qui magasine un Gladiator ou un Tacoma, tu sais. Ben, dans des versions TRD, je sais pas quoi. Ah oui, OK, peut-être. C'est ça, là. Oui, mais en même temps, le gros du marché, ben ça dépend où encore, tu sais. Mais en fait... Le Tacoma, t'as quand même toute une clientèle de gens aventuriers, adeptes de plein air, jeunes et dynamiques. Oui. Oui. Active lifestyle. Oui, on l'a entendu souvent. C'est ça. Mais bon. Écoute, on verra. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y aura pas de rame électrique puis qu'on ramène une camionnette intermédiaire l'année prochaine. Ça, c'est confirmé. Mais, entre toi et moi, le rame électrique, on s'en doutait déjà. Un petit peu, oui. On s'en doutait. Avez-vous envie de vous procurer un guide de l'auto en cuir? Parce que y a des gens qui pensent que ça vaut déjà une véritable fortune. Oui. Sur Marketplace en ce moment, je l'ai partagé sur ma page Facebook hier, mais vous pouvez en trouver à 750 $. Je vous montre ça à l'instant. Quand même une pas pire aubaine. Oui, c'est un bon deal. J'essaie de trouver l'image. Sachant que même un exemplaire de 1967 se détaille pour largement moins que ça. Alors ça, c'est une annonce que vous allez pouvoir trouver en ligne. Puis, 750$ pour un guide de locaux. Et on spécifie qu'il n'est pas déballé. Oh, ça change tout. Ça change tout, là, tu sais. Et dis-moi... Édition de luxe limitée. Ça, c'est pour l'édition en cuir. L'édition en forterelle... Non, ça n'existe pas. L'année prochaine, ça sera en aluminium. Et puis... De grade militaire. De grade militaire. Dans 2 ans, on avait pensé au bambou. On verra comment tout ça va évoluer. Mais si jamais ça vous intéresse,
il en resterait à peu près une vingtaine encore disponibles sur CubeLivre. Alors, il y a eu un moment où c'était plus disponible parce qu'on avait décidé d'envoyer un lot chez les libraires. Puis finalement, on en a gardé à peu près 80 unités pour CubeLivre. Alors, si vous voulez avoir cette copie-là à 89,95 et non pas à 750$, vous pouvez aller sur cubelivre.ca. Voilà. Brochure, en terminant. Oui. C'est pas une brochure, en fait, que j'ai sortie. C'est la preuve que... Classeur. Ouais, c'est la preuve que GM a déjà peut-être exagéré un peu sur des... ou a eu beaucoup d'ambition sur... L'expression « au diable la dépense ». Ouais. On avait mis ça de l'avant chez Cadillac. Voici le kit de presse en cuir, comme le guide de l'auto, de la Cadillac Catera 2000. Qui est à peu près 1,5 pouce d'épais. Ouais, il y a tout là-dedans. Là. Évidemment, il y a les diapositives multiples. Là. Ça a bien vieilli. Hein. C'est des diapos comme ça. Vous allez avoir toutes les voitures à l'intérieur. Bon, évidemment... C'est une technologie un peu moins... ça, c'est j'imagine, un grand poster. Ouais, c'est... Ça, là, au-dessus de ton lit, là, dans ta chambre, là, ça fait magnifique. C'est vraiment, vraiment beau. Cadillac Catera, qui était en réalité une Opel Omega avec une grille en chrome. Ouais, il n'y avait pas grand-chose de Cadillac. Ben, il y avait rien de Cadillac. Mais regarde la pochette avec toutes les photos, qualité photo imprimée, là, il y en a pour un peu. Là. Tu sais, c'est tant que t'en veux. En même temps, l'idée était de concurrencer les voitures compactes de luxe allemandes. Les séries 3 puis les classes C de ce monde. Alors, chez GM, de se tourner vers une marque européenne, c'était pas complètement fou. C'était pas complètement fou. Mais c'était pas une BM, puis c'était pas une Cadillac non plus. Non, c'est ça. C'était... Et là, tu as évidemment le guide de commande avec toutes les explications à l'intérieur. Tu sais, les photos couleurs à l'intérieur de tout ça. C'est interminable la quantité d'informations qu'il y avait. 97? Oui. 97, pardon, j'ai dit 2000. 2000, c'est le facelift. Ouais, 200 chevaux, V6 3 litres. Hein. Ouais, tout a changé. On a grossi le diamètre des roues. Mais c'est ça, 200 chevaux, propulsion. Déjà là, ça commençait à être un petit peu moins populaire. Ouais. C'était comme, bon, mais tu sais, c'est un échec commercial lamentable. Là. Ouais. Ben, j'ai envie de te dire, jusqu'à la CTS, là... Ah, jusqu'à la CTS. Mais la CTS, ça a été une révélation. Puis c'est à partir de là... Ça a vieilli, là, une CTS première génération. Ça a vieilli. Oui, mais... OK, mais regarde une BM 2003, là. Oui. Elle est tout déboîtée. Tu sais, c'est ça. Oui. Fait que c'est pas... Il y a l'âge aussi, là. À un moment donné, c'est normal que ça vieillisse. Oui. Fait que... Je veux dire, mais c'est une copie... qui a gardé ça, un press kit en cuir qui pèse 12 livres d'un Cadillac... Luc Gagné doit en avoir un. On le salue. Oui, on le salue. C'est sûr que oui. Effectivement. Ben, on est rendu à l'étape de donner ta réponse à la charade. Mon premier est un féculent et personne l'a eu. Hein? Non, pas de bonne réponse. D'accord, mon premier... Même ta mère l'a pas eu. Mon premier est un féculent, mon deuxième est un mammifère marin, mon troisième est une unité de temps et mon tout est une américaine de luxe produite des années 40 à 90. C'est donc une nouille Ork-Heure. New Yorker. Oui, voilà. C'était pas tiré par les cheveux, hein, Germain? Un peu, oui. Un peu. Alain parle de la Cimarron. Ils ont vendu beaucoup plus de Cimarron que de Catera, selon moi. Et c'était probablement un exercice plus rentable de déguiser une cavalier que d'importer... C'était pas un déguisement, là, franchement. Ben, à l'aube de l'Halloween... C'est un peu vulgaire, là. de déguiser, j'insiste, de déguiser une cavalier que d'importer d'Europe une Opel. Oui, effectivement. Et de ne la vendre sous aucune autre bannière en Amérique du Nord. Là. Voilà. Voilà. Merci tout le monde d'avoir été là. On va prendre une pause la semaine prochaine parce que tu t'en vas dans les Asies quelque chose, là. Je serai au Japon. On va se croiser dans les airs quelque part parce que moi, je m'en vais en Corée un peu plus tard. Mais bref, on revient d'ici peu. Merci encore une fois de votre fidélité d'avoir été là. Il n'y aura pas de grosse brune en direct de l'Asie. Non. Pas cette fois-ci, mais qui sait, peut-être un jour. Voilà. Mais voilà, donc on se reparle tous au retour. Excellent. Bonne soirée, merci Salut. beaucoup.